Alors, nous allons revenir au concept, à quelques concepts fondamentaux de la philosophie que la situation actuelle des pays nous impose de revisiter. Je pars d'une activité que j'ai eue avec Antoine Samar dans un documentaire qui s'appelle Idéologie et imaginaire colonial, dans laquelle j'avais proféré, je pense que c'est ça, c'est le mot, j'avais proféré une phrase que peu de gens ont relevée, et cette phrase affirmait qu'avec l'idéologie coloniale nous était venu un concept ou une notion ou une idée qui est celle du progrès. Et j'avais dit la notion, l'idée ou le concept de progrès, c'est le concept mortel pour la pensée. En clair, cela veut dire que si nous commençons à réfléchir le monde à partir de la notion de progrès, nous nous mettons en situation d'impossibilité de comprendre le monde et surtout de comprendre le mouvement de l'histoire. Pourtant, le mot de progrès est souvent utilisé dans les courants de gauche ou dits de gauche, dont je rappelle que je n'appartiens pas à ces courants. Non seulement je n'appartiens pas, mais je refuse qu'on m'assimile par erreur, comme d'habitude. Alors, bien que souvent utilisé par les courants de gauche, ce terme de progrès, chez eux, non seulement est coupable de nous empêcher de réfléchir, il est surtout coupable de contredire leur propre maître à penser. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, énoncer qu'il y a le progrès, cela contredit fondamentalement, je le dis rapidement, mais je vais revenir dessus, fondamentalement la les thèses du fondateur de ce concept, qui est Hegel. Et Hegel, lorsqu'il parle de la marche de l'histoire, c'est une marche de l'esprit qui se réalise dans un mouvement permanent de contradiction. C'est-à-dire, quand la raison, l'esprit se réalise à un moment donné historique, il se réalise dans qui il est, mais en même temps, il se réalise dans une forme qui n'est pas tout à fait la sienne, et donc qui est sa négation. C'est ce système de réalisation-négation qui fait que la forme historique dans laquelle il se réalise, l'État, l'État romain, ou l'État grec, et jusqu'à sa conclusion supérieure qui est l'État moderne, bourgeois, dans l'exemple de l'État français, napoléonien, c'est-à-dire pas forcément républicain. Et il dit, les gens qui font l'histoire, ils la font sans savoir quel but ils poursuivent. C'est cette histoire parfois difficile à comprendre, cette image, oui, qui est assez difficile à comprendre souvent, qui est celle de la ruse de la raison. C'est-à-dire que les hommes font l'histoire par passion. Et il prend l'exemple de Napoléon, la passion de Napoléon, c'est la guerre. Il porte la guerre au-delà des frontières françaises, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il réalise, mais en même temps qu'il porte la guerre en dehors des histoires françaises, sur un terrain comme celui de l'Allemagne, qui est un pays encore divisé en landaires, de grands landaires ou de petits landaires, ou encore de petites féodalités. Napoléon apporte à l'Allemagne l'idée d'un État national. Non seulement d'un État national, c'est-à-dire qu'il va mettre en place, il va renforcer l'idée de la
réunification de l'unification allemande, pardon, pas de la réunification entre la RDA et la RFA, de l'unification allemande, mais il amène le modèle même de ce que doit être un État, c'est-à-dire la structure politico-administrative qui impose à tous les Allemands la même loi abstraite qui est le droit, tel que l'État l'énonce, à travers le souverain. Le souverain pouvant être un roi, un prince, un président, peu importe, c'est-à-dire, mais le droit est mis de façon juste que s'il est émis dans le cadre d'une constitution. Et il dit alors, pendant que Napoléon croit faire telle ou telle chose, c'est-à-dire étendre l'influence française, en réalité, il y a une raison qui est derrière. Oui, je sais bien que lorsqu'on dit la raison qui est derrière, c'est un peu difficile, c'est quoi la raison? Eh bien, il y a la thèse, ou l'hypothèse, qu'il y a un esprit qui existe chez les idéalistes. Il y a un esprit. Les gens croient aux anges. Et bien voilà, il y a un esprit qui s'appelle l'esprit, dont parle Hegel. Bon, sauf que chez Hegel, l'esprit n'est pas définitif dès ses débuts. L'esprit se réalise dans la connaissance. Et plus l'esprit va, comment dire, dans sa connaissance, plus il va devenir vrai et il ne sera esprit totalement accompli que lorsqu'il sera la vérité. C'est sa thèse, c'est le tout qui est le vrai. En fait, c'est une image de Dieu. C'est une image de Dieu, parce que Dieu est tout, et c'est la vérité, elle est dans Dieu. Et n'oubliez pas que Hegel, même en étant un révolutionnaire de son époque, va essayer de comprendre la notion de Dieu autrement que de la comprenait l'Église. Kant avait déjà commencé à faire cela. Et donc c'est derrière ce que fait Napoléon, donc derrière ce que font les hommes politiques, à partir de leur passion, ou des gens qui s'occupent d'économie, à partir de leur passion, il y a la raison qui poursuit un but. Mais dans ce cas-là, remarquez, notez que la raison poursuit ses buts à l'insu de ce qui réalise l'histoire concrète. C'est-à-dire Napoléon n'est pas parti pour ramener à l'Allemagne la transformation ou les transformations nécessaires qui vont faire naître en Allemagne l'état de droit, c'est-à-dire l'état bourgeois. C'est-à-dire faire sortir, qu'il va aider l'Allemagne féodale à sortir de son système féodal. Si c'est difficile de comprendre chez Hegel que la raison poursuit un autre but que les gens qui la réalisent et qui la réalisent à leur insu, nous allons prendre Marx. Allez, ça va être alors tout de suite très net. Marx dit les hommes font l'histoire à leur insu. C'est-à-dire que l'histoire réelle que les hommes vont faire, ce n'est pas celle qu'ils disent vouloir faire. D'accord, n'est-ce pas? Les hommes font une histoire réelle, concrète, qui se développe et qui n'est pas du tout celle qu'ils déclarent être. Et s'ils déclarent des buts, ce sont des buts qui sont pour une classe sociale déterminée, quelle qu'elle soit. Et pour son époque, ce qui est intéressant, c'est de prendre la bourgeoisie. Et puis c'est intéressant aussi pour notre époque, puisque peut-être que ce concept de bourgeoisie est le concept qu'on devrait le plus visiter, revisiter, interroger et réinterroger dans l'étape historique actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Et bien la bourgeoisie, quand elle proclame, dans son idéologie, qu'elle poursuit
la liberté, la fraternité, l'égalité entre les hommes, ça c'est ce qu'elle proclame. Et les hommes de son époque, notamment les serfs, notamment les petits corps de métier, etc., qui vont suivre cette idéologie et y adhérer, ces hommes vont adhérer à l'idéologie justificatrice qui va justifier le projet de la bourgeoisie que la bourgeoisie elle-même ignore. Elle-même ignore. La liberté qui va être réalisée, c'est la libération des serfs de leurs liens avec les féodaux, libération d'abord de leurs terres, parce que puisque les serfs étaient rattachés à leur village et à la terre du féodal, ils ne pouvaient pas se déplacer. Ils n'avaient pas la liberté de se déplacer. Et donc cette libération des serfs, elle va les libérer, effectivement. Mais pas pour en faire des hommes libres. C'est pour les jeter dans le marché du travail dans laquelle ils vont être des nouveaux serviteurs. Cette liberté, c'était la liberté d'aller vendre leur force de travail, celle qui appartenait déjà au féodal. La liberté, en réalité, la vraie liberté qui va être réalisée dans cette révolution bourgeoise, c'est la liberté de circulation des marchandises. Liberté de la circulation des marchandises à partir de l'abolition des frontières féodales, des frontières des duchés, des comtés, de toutes ces institutions où il y avait des frontières locales. Et liberté aussi par rapport à des monnaies locales. Elle nous a amené vers l'unification dans ce système du marché. Eh bien oui, ben effectivement, les hommes sont égaux. Ils arrivent à égalité dans le marché du travail. Mais d'un point de vue formel, ils sont égaux. Ils sont libres et égaux. Ils sont libres et à égalité de contracter le contrat qui fait que l'ouvrier, le prolétaire au sens strict du terme, c'est celui qui n'a plus rien que sa force de travail, qui n'a plus rien, est libre d'accepter ou de refuser le contrat de vente de sa force de travail. Et ce rapport, il est un rapport d'égalité et de liberté formelle. Formellement, c'est vrai. Le problème, c'est quelle est la position de l'un et de l'autre dans la société au moment de passer le contrat. Et c'est cela que le caractère universel de ce droit est en train de masquer. Et donc l'idéologie, non seulement elle donne des buts désirables, elle offre des langages séducteurs, mobilisateurs, attractifs d'un côté, pour entraîner derrière une classe sociale qui devient dirigeante les forces mobilisées du peuple. Et d'un autre côté, elle va cacher la réalité concrète. Elle va cacher la réalité concrète. Elle a donc un double rôle de désignation d'une espèce d'utopie et de l'autre côté de masque mis sur la réalité. Qu'elle soit hegelienne ou qu'elle soit marxiste, ces mouvances dites démocratiques, socialistes, même communistes, etc., elles devraient quand même réfléchir à cette contradiction qu'il y a entre le fondateur de la pensée moderne qui est Hegel, parce que c'est la modernité, c'est avec Hegel qu'on commence, véritablement, ou avec le fondateur du mouvement révolutionnaire moderne, qui est Marx. C'est que si les hommes font l'histoire à leur insu,
ils ne peuvent pas utiliser le mot de progrès. Parce que le concept, la notion ou l'idée de mot de progrès, cela signifie qu'on est situé sur un pied à coulisse, sur une démarche avec un curseur, et on va du plus faible au plus fort, du plus simple au plus compliqué, etc. À énoncer l'idée de progrès, c'est énoncer un but. C'est énoncer un but, et c'est énoncer un but à l'histoire dont ces deux grands philosophes ne disent que nous la faisons à notre insu. Et donc nous sommes complètement dans l'idée de progrès, de cet usage idéologique de cette notion qui est celle d'une utopie, tout comme nous avons vu pour l'idéologie bourgeoise, qui est l'offre d'une idéologie, comme on appelle ça, attractive, séductrice, mais séductrice au mauvais sens du terme, et qui nous cache une réalité. L'usage de ce mot de progrès nous paraît naturel. Et il nous paraît naturel d'autant plus qu'il porte les fausses figures ou les fausses images de la dialectique. Dès qu'on utilise le mot de progrès, on utilise avec en soi sa négation. Et sa négation contre le progrès à la réaction. De revenir en arrière, aller en avant. Et ça apparaît très dialectique. Et c'est même magnifique. Avec ça, on se situe tout de suite dans une dynamique, dans l'idée d'un mouvement. Le progrès, c'est faire marcher les choses. Tandis que la réaction, c'est les faire reculer. Les deux mots ont été abondamment utilisés pendant le XXe siècle. Ça a été abondamment utilisé. Et d'ailleurs avec une certaine utilité. Par exemple en Algérie, ça a été beaucoup utilisé pour désigner, à partir de l'indépendance nationale, mais un peu moins, mais également pendant l'époque du développement du mouvement national, c'est-à-dire avant le 1er novembre, on a utilisé abondamment le mot de réaction pour désigner dans la société algérienne les couches féodales, semi-féodales, maraboutiques, qui étaient associées à la gestion du colonialisme français. Et cette désignation, c'était pour opposer ces forces de la gestion du rapport colonial, Kayed, Bachar Awad, etc. Tout en, je rappelle qu'il y a eu des Bachara et des Kayed qui ont été des militants de la cause nationale. Et ce n'étaient pas les plus nombreux, mais ils existaient. Donc là, il faut quand même l'avouer. C'est-à-dire tous n'étaient pas des Bengala. Tous n'étaient pas des Bengala. Et cette désignation de réactionnaire, elle a permis de désigner des forces qui s'opposaient à la naissance puis au développement du mouvement national. Donc, même une notion qui est erronée, celle-là, à mon avis, qui est erronée, a pu jouer un rôle de vérité, comme le dit Hegel, d'ailleurs, et comme le dit Marx, mais surtout Hegel. Quand il dit l'erreur peut être, et certainement souvent, un moment d'une vérité qui va naître. Mais l'idée de progrès dans notre mouvement national n'a jamais désigné le but de l'indépendance nationale. Et pour une raison très simple.
c'est que le but de l'indépendance nationale n'était pas d'être sur le curseur qui est dans le pied à coulisses. Si le terme de réaction était valable, viable et valide pour désigner à l'intérieur de la société algérienne les couches ou les groupes ou les fonctions sociales qui étaient favorables au maintien du colonialisme et de la collaboration avec le colonialisme, le mot progrès n'a jamais été ni fonctionnel, ni valide pour désigner le mouvement national. Non, pourquoi? Parce que le mouvement national, celui qui était le mouvement révolutionnaire, il n'était pas sur le curseur. Il était dans l'idée de rupture avec le colonialisme. Non pas de continuité, il n'est pas sur l'amélioration. Il aurait été progressiste si à l'intérieur du système colonial, il avait été à l'opposé de la réaction. C'est-à-dire qu'il aurait ramené du progrès. Mais quel était le progrès qu'on pouvait ramener dans le colonialisme? Aucun. Il n'y en a aucun. Fanon est là, si vous voulez, pour que vous puissiez réfléchir à l'idée que Fanon développe que le colonisé il est en dehors de la dialectique du maître et du serviteur, ou du maître et de l'esclave chez Hegel. C'est-à-dire que nous sommes dans un rapport qui n'est pas un rapport de contradiction, mais un rapport d'antinomie. Et qu'on se rejette les uns les autres. Ceux qui ont voulu être des progressistes pendant l'époque coloniale, ça a été les forces qui voulaient l'assimilation. C'est les forces qui voulaient l'assimilation. Plus de droits pour les Algériens, plus de droits pour les indigènes, une meilleure représentation, etc. etc. Mais le mouvement national lui-même à la base, y compris dans cette image de plus de droits pour les Algériens, ne pouvait pas être mis sous la notion de progrès. Impossible. Ce qui était l'opposé de la réaction, eh bien, c'était les progressistes. Il y en avait très peu. Et c'était qui? C'était les assimilationnistes. Directement les assimilationnistes. C'est-à-dire ceux qui allaient accepter la naturalisation et dire, et il se trouve que sur le plan de la société réelle, de la société telle qu'elle existait, eh bien, les réactionnaires, c'était ceux qui étaient, et dans la forme, c'est-à-dire les habits, le langage, les référents, etc., et dans leur statut social, c'est-à-dire leur position de caïd, de marabout, enfin de marabout au sens négatif, hein, parce que le maraboutisme, ça a beaucoup de sens, sur lesquels on pourra revenir, était dans l'ordre de la structure ancienne, la structure tribale, indigène, celle de nos ancêtres. Les assimilationnistes étaient dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'il fallait quitter cette culture ancienne pour aller vers une nouvelle culture. Donc adopter la langue française, adopter leur costume, leur cravate, leur mode de vie, et surtout adopter le statut de naturalisé. Regardez comment un usage du mot de progrès, comme ça, de façon inconsidérée, ils nous mettent déjà, tout de suite, immédiatement, sur une ligne de jugement, une ligne de calcul qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre du tout, à la base. Alors quand je vois aujourd'hui, on nous reparle de progrès, ce qui nous manque d'abord, mais le progrès, mais sur la base de
quel calcul? De quel calcul? Où est l'échelle? Qui c'est qui l'a tracé? Immédiatement, dans ce discours sur le progrès, nous retrouvons les signifiants, c'est-à-dire les mots, les idées, les représentations, les images, qui nous donnent des détails de la signification du mot progrès. Les progressistes, immédiatement, nous demandent d'être modernes. Alors, le modernisme, la modernité, qu'est-ce que c'est? D'abord, qui c'est qui l'apprend? Qui c'est qui oppose, qui c'est qui nous parle de la modernité? Eh bien, c'est les milieux capitalistes qui gouvernent le monde. On nous invite à sortir, nous les peuples qui avons été colonisés, de notre époque historique, parce qu'ils considèrent qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. C'est ce qu'ils considèrent, ce que dit Sarkozy, mais ce n'est pas Sarkozy qui l'a dit, le premier. Le premier qui l'a dit, c'est Hegel. Comme on retourne sur Hegel. Et Marx aussi, malheureusement. Voilà, je vais me faire découper en morceaux par mes amis. Mais Marx aussi l'a dit. C'est Hegel qui installe dans la structure du mouvement historique un courant, qui est d'ailleurs le sien et celui de l'Europe, qui a pu passer d'un moment de la raison en tant que forme d'État, etc., vers un moment supérieur, donc ils sont passés de l'esclavagisme, féodalisme, puis entrés dans le capitalisme, avec le mode de production asiatique. C'est-à-dire que Hegel a désigné un monde qui était un monde figé. C'est l'Inde, c'est la Chine, c'est les anciennes structures des types économiques et sociaux, les anciens États, où il y avait des castes. Et donc, où le temps s'est figé. Et chez Hegel, le temps, c'est aussi la dimension dans laquelle s'exprime la vérité, s'exprime l'idée. C'est un moment de réalisation de l'idée. Si on est sur bas, les gens peut-être doivent savoir, se rappeler, ou aller lire Hegel pour dire que la vérité chez Hegel est toujours une vérité temporelle. C'est-à-dire qu'elle correspond à un moment du développement de l'histoire. Elle correspond à un moment du développement humain. Or, nous renvoyer dans les despotismes asiatiques, c'est nous renvoyer hors dehors du temps. Comment est-ce que la phrase de Hegel se retrouve chez Sarkozy? Personne ne devrait s'inquiéter. Et croire que Sarkozy a pu, vu son niveau, son langage, sa façon de parler et sa façon de s'exhiber, avec que Sarkozy ait un rapport quelconque avec Hegel. Sauf que l'idée de Hegel, une fois qu'elle a été prononcée, elle est passée dans un mode de pensée. Et qu'elle a été reprise, elle est devenue une idée de masse chez la bourgeoisie. Une idée de masse. Et c'est même l'idée de masse qui a permis à la bourgeoisie de développer, d'énoncer, de développer, de perfectionner le passage, son passage en tant que classe, de ses ambitions nationales. C'est-à-dire le moment où la bourgeoisie voulait juste prendre le pouvoir dans un État, dans un territoire qui était la nation. Et tout en construisant le concept de nation. C'est-à-dire la bourgeoisie française, elle voulait prendre le pouvoir en France. Et car les Anglais aussi. Mais quand avec l'expansion et le développement du capitalisme, eh bien, il fallait que les conquêtes du nouveau monde se transforment en entreprise coloniale. Et c'est là où ce progrès
que la bourgeoisie, dont la bourgeoisie se part, devait devenir le drapeau par lequel elle est venue nous coloniser. Alors, parce qu'ils sont venus nous coloniser, alors pour nous civiliser, pour nous ramener le progrès, etc. Dans l'idéologie coloniale, ceux qui ont utilisé le mot progrès d'abord, eh bien, ça a été la gauche européenne, ou là ce qu'on peut appeler la gauche européenne. Entre autres, les Saint-Simoniens. Entre autres, mais pas seulement. Cette entreprise coloniale, elle a été effectivement organisée par la bourgeoisie quand elle est passée au niveau du besoin de transformer les terres, nos terres asiatiques, africaines, américaines, etc., comme terres de ressources, des matières premières, mais aussi comme terre de déboucher des marchandises. Et enfin, je préfère quand même avertir ceux qui m'écoutent que pour le deuxième côté, déboucher de leur industrie, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que ça ne s'est pas développé aussi vite. D'abord, nous avons servi de ressources de matières premières à bon marché. Mais tout à fait au début, la bourgeoisie n'avait aucun besoin de nous vendre ces marchandises. Le marché, leur marché national était suffisant. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, tout le marché mondial n'est pas suffisant pour écouler leurs marchandises. C'est-à-dire que s'il y avait Adidas, au début du 19e siècle, Adidas n'aurait pas eu besoin de venir vendre ses chaussures au Mali. C'est-à-dire que le marché du pays Adidas aurait servi, c'est-à-dire l'Allemagne aurait suffi. Aujourd'hui, il ne suffit plus, mais c'est une autre question. Il faut même qu'on garde sur les raccourcis, les simplifications. Et bien, c'est ce progrès-là. L'idée du progrès, dans la mouvance coloniale, a été utilisée à l'intérieur de la mouvance coloniale par les courants du socialisme. Bon, alors je préfère tout de suite rappeler aux gens que c'est pas moi qui accuse les socialistes d'être des colonialistes, c'est Lénine. C'est Lénine qui accuse la deuxième internationale, non seulement d'avoir trahi la classe ouvrière européenne et d'avoir participé à la guerre, à la Première Guerre mondiale, que Lénine désignait comme une guerre impérialiste, mais il a explicitement accusé la deuxième internationale, qui était quand même une internationale ouvrière à laquelle lui participait, je veux dire le parti social-démocrate russe, le POSDR, participait, d'avoir été un courant non seulement qui s'est rangé derrière l'impérialisme, chaque section de cette deuxième internationale s'est rangée derrière son impérialisme national, les Français avec les Français, les Anglais avec les Anglais, les Allemands avec les Allemands, souvent d'ailleurs en liquidant les dirigeants réellement et profondément anti-impérialistes, comme Frédéric Ebert, qui est socialiste, qui est devenu ministre dans le gouvernement, qui avait fait des accords avec l'empereur allemand, a fait tuer Karl Liebknecht, éminent dirigeant de la classe ouvrière allemande, et Rosa Luxembourg. Voilà, il l'a fait assassiner. Voilà, il l'a fait assassiner, il fallait le quitter. Donc, Lénine désigne la deuxième internationale comme également porteuse de l'idéologie coloniale. Et la rupture, d'ailleurs, de Lénine avec la deuxième internationale, la rupture réelle, la grande rupture, le point par lequel il allait désigner
ceux qui voulaient faire la révolution contre l'impérialisme, le colonialisme et le capitalisme, et ceux qui voulaient soutenir, c'était la question coloniale. Et que la question coloniale ne pouvait pas se résoudre dans le progrès que ramenait le capitalisme. C'était dans la rupture. Alors quand vous examinez les choses en Algérie, chez nous, vous dites, tiens, mais c'est curieux, le mouvement réel en Algérie, quand on utilise ce concept, on s'aperçoit que ce concept de progrès ne pouvait signifier que l'assimilation. Et que Lénine, dans sa position révolutionnaire, dit la même chose autrement avec son langage, c'est qu'il ne peut y avoir de progrès, si vous voulez, pour les humains colonisés, que s'ils entraient dans la rupture avec le colonialisme, et donc pas de progrès. Et donc c'est pas le terme de progrès qui est le sien, c'est le terme de rupture. Pourquoi mais ce terme de progrès, donc, quand on voit ces attendus, ces aspects connexes, etc., eh bien, c'est que le concept de progrès, il porte en lui la notion de modèle. La notion de modèle, c'est-à-dire qu'il y a un idéal qui est mis d'avance, qui est tracé d'avance, vers lequel nous devons aller. Je veux dire, un modèle, c'est être dans la théologie. C'est être dans la théologie. Parce que le modèle est toujours un modèle de là, le modèle, c'est ce qui est parfait. Le modèle, c'est ce qui est parfait. Ah, c'est un homme modèle, c'est-à-dire c'est un homme parfait. Ou un mari modèle. Ou là, c'est une femme modèle, une épouse modèle, une mère modèle. Mais il y a aussi, sur le plan social, il y a ce modèle. Et ce modèle aujourd'hui, vous devinez très bien ce que c'est. C'est le modèle qu'on nous présente comme modèle, c'est-à-dire celui qui est construit comme modèle, et c'est le modèle du capitalisme. Comment on va l'habiller? On va l'habiller par le terme de modernité. Le terme de modernité, c'est le retour honteux du concept de l'assimilation. C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes, nous, aujourd'hui, peuple libéré, eh bien, ce que la France ne nous a pas donné comme droit de citoyenneté. Nous n'avons pas été des citoyens français à part entière, comme disait De Gaulle. Ensuite, nous n'avons pas été des citoyens à part entière. On nous a pu refuser cela. Mais si nous avions été des citoyens à part entière, nous aurions été intégrés dans quel type de vie, dans quel modèle de vie? C'est dans le modèle du capitalisme, pas un autre. La modernité, c'est une autre forme, à la fois dans la relation néocoloniale, de mener la politique d'assimilation que menaient les anciennes puissances coloniales. Vous dites, mais c'est contradictoire, l'assimilation. Oui, l'assimilation. Pourquoi la contradiction est où? La contradiction, si on doit me faire des reproches, c'est de dire à la fois que l'assimilation que proposait la France aux Algériens, et là on l'a refusée, mais qu'elle était en même temps chez les Français une assimilation faussaire. Oui, bien sûr qu'elle était faussaire, parce qu'elle visait, c'était l'assimilation des élites qui allaient gérer le pays en leur nom et à leur place. Et assimiler des Algériens, il y avait des verrous. Il fallait qu'ils soient instruits, il fallait qu'ils suivent un Maurice, il fallait qu'ils jouent. Du point de vue
il fallait qu'ils jouent du point de vue de la gestion de la part moderne de leur État colonial. La fonction que jouaient les Bachara, les Raïd, dans la sphère non moderne de leur État. C'était la même chose. Les Raïd, les Bachara étaient assimilés. Mais étaient assimilés en leur demandant gardez vos burnous, gardez vos turmans, gardez vos habits pour bien garder, pour mieux garder les tribus. Mais il y avait le développement d'un secteur colonial enclavé dans lequel des Algériens étaient entraînés. Les employés, les petits employés, la classe ouvrière, ceux qui habitaient dans les villes, et que l'influence de ces vieux turbans ne marchait pas. Donc il leur fallait des indigènes en costume. Ils avaient besoin aussi bien d'indigènes en burnous que d'indigènes en costume. La figure coloniale la plus représentative de ce modèle d'assimilation, c'était Jacques Chevalier, le maire d'Alger. Celui qui a fait construire les cités d'Alger, Diaz-Mahsoud, les compagnies avec Pouillon. Il a tout fait pour que des militants, y compris du PPA, rejoignent son staff de gestion dans la ville d'Alger, parce qu'il fallait qu'il y ait une interface, comme vous dites aujourd'hui là, Internet, l'informatique, ça. Il faut qu'il y ait l'interface. Mais de l'autre côté, du côté décolonisé, il y avait le même besoin. Il y avait le même besoin, mais le besoin, lui, de s'extraire de la condition d'indigène. Et là encore, je revois Fanon, parce que je n'ai pas envie de reparler de Fanon pour dire, pour expliquer ô combien la condition d'indigène était pénible et que des gens voulaient s'en extraire. D'ailleurs, le plus souvent, ce sont les indigènes qui ont été porteurs de la politique d'assimilation de leur côté. C'était le rapport dialectique qu'il y avait entre un projet d'aliénation et de domination avec le besoin d'une réhabilitation de soi, d'une re-estime de soi, en sortant de sa condition d'arabe, sa condition de colonisé, pour ressembler au colon. Ça, c'est fait. Mais moi, ce que je veux, c'est cette idée de progrès. L'idée de progrès, elle cache la réalité. Revenons, on utilise, on dit voilà, là, il nous faut une solution de progrès en Algérie. Là, il faut un programme de progrès et nous revenons donc, non seulement à cette histoire de modernité, moi ce qui me ferait dans l'histoire de modernité, c'est que nous revenons à des clivages de type culturel. Parce que 1990 est passé par là, octobre 88 est passé par là, et la décennie du terrorisme est passée par là. Et l'opposition de la modernité. À un moment, en 88, je l'ai dit dans d'autres expos, dans d'autres conférences, ce qui se jouait dans la réalité historique, c'était que contre l'option, contre le changement d'option politique de notre pays, c'est-à-dire le passage de l'économie solidaire, de la société solidaire, du développement économique centré sur les besoins d'Algérie, qu'a été la période de Boumediene, et que cette politique, elle ne s'est faite que parce que l'Algérie, pas simplement Boumediene, mais l'ensemble des officiers, des forces qui étaient politiques, sociales, qui étaient derrière lui,
avait décidé d'imposer la volonté des Algériens contre la volonté coloniale. Et que les acquis qu'avait la France à travers les accords d'Évian, qui consacraient les droits des sociétés françaises à garder leurs mines, à garder leurs assurances, à garder leurs banques, à garder leur pétrole et à garder leurs terres. C'était le fait que notre volonté, cette volonté nationale, a été de prendre l'argent où il était. C'est-à-dire là-dedans. D'abord les mines, les assurances, les banques, ensuite le pétrole. Immense bataille. C'est une bataille de volonté. Où est-ce que la volonté nationale, comment est-ce qu'elle va s'exprimer? Eh bien, elle va s'exprimer dans la lutte du PPA, dans la lutte du PCA, dans la lutte du ulama, pour demander l'indépendance nationale, avec des degrés divers, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de PPA plus nationaliste que le PCA, ou là que le PCA, ou là que le ulama sont moins nationalistes c'est pas grave. Ça, c'est des périodes historiques, parce que ni le PPA, ni le PCA, ni le ulama n'ont fait le 1er novembre. Et d'ailleurs, le 1er novembre, tout le monde était baba, personne ne savait ce qui se passait, y compris le PPA. Donc, quand on reproche au PCA d'avoir raté le coche à l'époque, oui, ben, le PPA aussi avait raté le coche. Mais la différence entre le PCA et le PPA, c'est que les gens du PCA, ils sont montés au maquis après. Mais les messalistes, eux, ils ne sont pas montés au maquis, ils ont pris les armes contre le maquis. Ce qui est quand même une sacrée différence. Ben oui, parce que parfois, il faut remettre les choses au point. Ce qui n'est pas du tout chez moi, il y en a la défense du PCA. C'est juste le fait, lui-même. Les gens du PCA sont suffisamment grands pour se défendre, à moins qu'ils soient suffisamment immatures pour préférer défendre leur appareil plutôt que l'idéal. Ça, c'est une paire de manches. Dès qu'ils veulent défendre l'appareil, je le reproche. Et revenons à cette histoire Kaboumdi. C'est cela, c'était cet type d'économie solidaire qui impliquait, et ça c'est hegelien, ça c'est Hegel, la volonté. La volonté, notre volonté contre la volonté de la France coloniale. Tibet et Hegel, bien sûr, Hegel, c'est un type important. Dans la dialectique du maître et de l'esclave, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est une opposition de deux volontés. Et que la lutte du maître et de l'esclave, c'est une lutte à mort. Et celui qui cède, bon, ben, il est mort où il n'est pas mort physiquement, mais il perd sa liberté. Bon, là, le modèle à la dialectique du maître et de l'esclave est très compliqué. Très, très compliqué. Donc, je ne le prends comme modèle que sur le plan de l'opposition des volontés. C'est-à-dire qu'il y a deux volontés qui s'affrontent, et ces deux volontés, ce modèle, il va se retrouver dans le marxisme. Il va se retrouver chez Marx lui-même. Chez Marx lui-même, quand il va parler de la nécessité de traduire la conscience en réalité de transformation. Mais dans ce cas chez lui, la volonté, c'est elle est traduite dans la création d'un parti, d'une organisation. Chez Lénine, le niveau d'ailleurs de conscience d'une classe, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas classe ouvrière, son exacte mesure, c'est son degré d'organisation. Donc, quand vous avez une classe, sa conscience est d'autant plus développée qu'elle a été capable de traduire cette conscience en organe d'action. Et puis vous avez enfin le grand, l'inimitable,
le génial Gramsci, qui, sur ce propos de la volonté, nous rappelle qu'il ne peut pas y avoir d'optimisme, et donc y compris d'optimisme révolutionnaire, si nous n'avons pas, si nous ne faisons pas preuve de volonté, si nous n'imposons pas notre volonté. Et donc cette grande histoire de l'Algérie, à partir de notre résistance, à nos aînés, nos ancêtres, nos aïeux, admirables au XIXe siècle, admirables, nous avons infligé ils ont infligé aux Français, à l'armée française, la première armée du monde à l'époque, proportionnellement, hein, sur le plan de la proportion, des pertes plus importantes que ce qu'ils ont reçu en Europe. Et là-dessus, bon, il y a un livre qui vient de sortir d'Akitouni, puis extraordinaire, qui s'appelle Désordre colonial. Splendide ce livre, splendide. Je me suis plongé dedans, c'était... Hosni Akitouni s'appelle. Et on ne peut pas donc exister sans volonté. Le problème, c'est que lorsqu'il est mort, donc ce retour vers l'option de type capitaliste, elle a à la fois masqué la ligne concrète, historique, de confrontation entre l'ensemble de notre pays et la domination coloniale, la domination impérialiste. Bien sûr, je le répète tout le temps, bien sûr, pour certains, l'indépendance, c'était le drapeau, et c'était un niveau de conscience. Mais la véritable conscience, quand vous lisez Belmehdi désigne dans son article en 1956 que la libération, c'est le développement économique, c'est la réforme agraire. Il dit même le mot socialisme. Mais enfin, l'économie à l'époque, c'est une économie essentiellement solidaire. Bon, socialisme, bon, je le répète, les gens vont se fatiguer de mes répétitions, c'est une dénomination par défaut. Cette histoire, donc, t'as le progrès, t'as le modèle, qu'est-ce qu'elle nous masque? Elle nous masque la ligne historique de confrontation. C'est ce qui a disparu. Alors, non seulement, bon, l'option, c'est l'option capitaliste, mais ensuite, dans le discours de gauche lui-même, il y a une perte de la critique de l'option capitaliste. Sinon, d'un point de vue formel, je vais revenir là-dessus, d'un point de vue formel, c'est-à-dire dans l'emprunt. C'est aussi bien les assimilationnistes qui parlaient de progrès, nous disaient voilà, nous allons faire la rationalité. Ce qui a été l'emprunt, c'est qu'on a commencé à analyser les histoires de révolution comme étant des histoires de classe. Alors que nous étions toujours dans la période de la relibération nationale. La phase historique, c'est qu'on n'est pas libéré. Nous sommes toujours dans la condition coloniale. Et le fait qu'ils aient choisi l'option capitaliste nous a ramenés dans le champ de la domination coloniale. D'abord, parce que nous avons perdu notre volonté en acceptant qu'il y a un modèle, en acceptant qu'il y a un modèle désirable, en le justifiant, en disant nous allons rentrer dans la modernité, en le glorifiant. Parce que les gens qui voulaient sortir l'Algérie du conservatisme, de l'archaïsme, eh bien, la route la plus simple qui se présentait devant eux, c'était de ramener le capitalisme. Seul le capitalisme, et ça c'est vrai, ils n'ont pas tort, seul le capitalisme est capable de détruire les archaïsmes sociaux.
Seul le capitalisme est capable de détruire les tribus, la famille, les anciennes structures sociales pour les remplacer par le marché. Seul, lui, il est en train capable de le faire. Donc nous avons une nouvelle version. Sur le plan des idées, le meilleur document que nous puissions avoir de ce point de vue-là, c'est un document qui s'appelle la résolution politico-idéologique, qui a été écrite par des gens à la direction du PAX, et qui situe le grand conflit en Algérie comme pas un conflit entre une Algérie moderne et une Algérie archaïque. Et le texte lui-même, pour ceux qui savent lire, il se présente comme un pastiche des textes de Marx sur l'Inde. Lorsque Marx, en parlant de l'Inde, il dit, bon voilà, le colonialisme, il est arrivé, il a brisé les structures de caste anciennes en Inde, et en brisant les structures, le despotisme asiatique indien a ouvert à l'Inde les portes pour l'entrée de nouveau dans l'histoire. Bon, si on n'a pas lu les textes de Marx sur l'Inde, on ne peut pas avoir que c'est un pastiche. En plus qu'un mauvais pastiche. Si on ne connaît pas les textes de Marx, non pas simplement sur l'Inde, mais sur le despotisme asiatique, etc., les textes sur le capitalisme, même dans la question juive par exemple, dans les countries, où Marx parle de la différence qu'il y a entre le capitalisme et le féodalisme, et dit le féodalisme c'est un monde qui est enchanté. Dans le rapport entre les féodaux et les serfs, il y a des représentations sociales qui s'affirment à partir de l'honneur. L'honneur, c'est la fidélité au maître. Les chevaliers, ils ont de l'honneur. Oui, ils ont de l'honneur. L'honneur, c'est beau, non? Magnifique, le sens de l'honneur. Eh bien, l'honneur, c'est la traduction dans la morale et dans l'esthétique aussi de la vassalité. De la vassalité. Un chevalier a de l'honneur quand il ne trahit pas son suzerain. Il y a à dire être un homme d'honneur, ça veut dire vous n'êtes pas un traître. Et donc, quel que soit X, vous n'allez pas trahir votre suzerain. En fait, l'honneur, c'est une des formes d'expression de la vassalité. L'honneur, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une question d'orgueil. Bien sûr. Bien sûr que c'est une question d'orgueil, l'honneur. C'est joli. Ça, vous avez des contes, vous avez des poèmes, vous avez des histoires de chevaliers, comme on appelle ça, de femmes amoureuses, femmes mariées, quelque chose. Mais l'honneur, c'est que si vous voulez garder votre position sociale en tant que chevalier, il ne faut pas trahir. Parce que si vous trahissez, non seulement vous avez trahi votre maître, mais votre maître, vous allez être socialement puni. Vous allez tomber. On va vous enlever votre poste. On va vous enlever votre statut d'arbitre. Et puis comme vous n'avez plus cet honneur, comment voulez-vous être séduisant pour les dames? Y compris les dames et surtout les dames mariées. Alors derrière le conte superbe de l'honneur, et il y a à la fois l'expression de la vassalité, l'expression de l'orgueil, parce que si on trahit, on perd sa propre image et qu'on tient à son honneur, et ainsi de suite. Mais sauf que ça, c'est enchanté. C'est comme de l'enchantement, c'est comme dans les contes. C'est beau, c'est bien. Non, le capitalisme n'en a rien à foutre. Absolument rien à foutre.
ni de l'honneur, ni de la gloire, c'est l'argent. Il va le casser. Il va le casser. Sauf que, lui, quand il le casse, c'est pour ramener un nouveau rapport. Et il le ramène sans le savoir. Ça veut dire que les gens continuent à faire l'histoire à leur insu. Quand on casse les structures sociales et les représentations mentales du féodalisme, au moment où ils le font, ils ne savent pas ce qu'ils font. En tout cas, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils font autre chose. Alors, nos amis qu'à la résolution politique ou idéologique, ils inventent deux Algéries. Or, les deux Algéries, c'était qui? Quand vous voyez les structures, c'était le capitalisme clavé d'Algérie moderne. C'était le secteur colonial, qui était un capitalisme, non, pas les pieds noirs. Non, pas les pieds noirs. Non, le conceptionnel, je n'insiste pas sur, je pinaille pas sur le mot pied noir. Les pieds noirs, c'est la population qui est là, qui est réelle. Avec tout ce qu'elle a dans la tête, le racisme, absolument insupportable, c'est incroyable, avec l'idée qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont une nouvelle race, qu'ils sont... Non, je parle du système. C'est le système capitaliste. Les enclaves coloniales sont des enclaves capitalistes, c'est-à-dire des enclaves de l'économie de marché. C'est ça qui est important. Ou c'est la monnaie qui est la médiation entre les hommes. C'est la marchandise qui est la médiation entre les hommes. Pourquoi? Parce que dès que vous sortez de l'enclave marchande, vous allez dans les sociétés taïwanaises tribales, ce n'est pas l'argent qui est la médiation. Ce qui est la médiation, c'est justement, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Sauf que dans nos sociétés tribales, il n'y avait pas de suzerain et de féodal. Parce qu'on n'était pas dans un système féodal achevé. Nous étions encore dans un système tribal. Et donc l'allégeance, elle se faisait d'une autre façon. Donc il y avait aussi la question de l'honneur, ne pas trahir la tribu, ne pas mentir, ne pas... Et le paradoxe, c'est que c'est cette société tribale, ces structures anciennes, qui ont été le support de la guerre de libération nationale. Et pas simplement pendant la guerre de libération nationale. Pendant toute l'histoire d'Algérie, ce sont ces structures qui ont toujours été la base des résistances contre les Romains, contre l'invasion, et même bien sûr l'invasion musulmane. Quand ils sont venus, les gens ne savaient pas que je connais un autre. Donc c'est les bases tribales qui ont résisté. Ben, ils se sont islamisés rapidement. Mais il y a eu une guerre qui n'a pas duré. D'ailleurs, parce qu'entre autres, certains expliquent cela par le fait que l'islam, tel qu'il est venu, tel qu'il s'est exprimé, correspondait en gros à la forme de vie de nos tribus. Mais la grande épopée, les deux grandes épopées de la résistance en Algérie, c'est contre les Romains, contre les Français. Et dans les deux cas, les bases de la résistance ont été la paysannerie. Et bien sûr que les travailleurs, les ouvriers, etc., ont été une avant-garde. Bien sûr, ils ont appris dans les syndicats à gérer. Qu'est-ce que c'est une structure, qu'est-ce que c'est un parti, qu'est-ce que c'est une organisation, qu'est-ce que c'est qu'un programme, qu'est-ce que c'est qu'un slogan, qu'est-ce que c'est qu'un mot d'ordre. Et bien sûr, c'est parmi les ouvriers, parmi les citadins, qu'ils ont appris à se battre, à organiser des défilés, à faire des réunions. Bien sûr. Et depuis toujours, les villes sont les cerveaux, qui sont
centre nerveux de la vie nationale. Mais même dans les villes, ici chez nous, la ville qui est Alger, il y avait deux villes qui étaient totalement étanches, séparées. Il y avait une ville indigène, une ville arabe, la nôtre, avec le symbole Kasbah. Et cette ville indigène a conservé, malgré la présence coloniale, le rôle de centre nerveux national. Dans la ville, il y a deux villes qui se disputaient le rôle de centre nerveux. Mais évidemment, aussi, c'est vrai pour Oran, Constantine, Annaba, Tlemcen et le reste. Mais cette enclave coloniale française, capitaliste, non, elle était non seulement sur les terres agricoles, dans les usines, elle était aussi dans les cités par les barrières entre les indigènes. Et la grande déviation du point de vue du regard historique, c'est que nous sommes passés totalement de la ligne de clivage social, c'est-à-dire les pauvres et les riches, la classe ouvrière et les patrons, ce qui n'est pas important pour l'Algérie, mais surtout la ligne de clivage historique qui est entre le colonialisme, l'impérialisme, qui garde toujours la volonté de nous reconquérir, qui nous a reconquis, et par la culture, et par les accords économiques, et par l'ingérence politique directe. Quand chaque président français il vient prendre les comptes à quand Macron vient ici à Alger, il rentre à Alger comme s'il visitait un département français. Mais c'est surtout le fait que nous avons créé des fonds communs avec la France pour aider les Français à gérer leur néocolonie en Afrique et pour partager notre argent, pour investir en France. Donc c'est le fonds commun d'investissement en Afrique, le fonds commun algéro-français d'investissement en Afrique et le fonds commun d'investissement algéro-français pour l'investissement dans nos deux pays. C'est cela qui a été perdu. Et c'est cette ligne culturelle de clivage, c'est-à-dire que nous allons passer le clivage, non pas à travers l'histoire réelle, la politique réelle, mais à travers les représentations, c'est que nous revenons derrière l'idée du progrès à cette vieille, à la fois, séparation du monde sur le plan de la vie politique, sur le plan de la culture, c'est-à-dire sur le plan du musée. Comment rappeler aux gens, parce qu'ils ne le savent pas, la plupart ne le savent pas, le maître mot que les Français, enfin que le système colonial français a utilisé pour combattre le FLN, c'est le mot progrès. Dans son discours du 14 novembre 1960, De Gaulle, s'adressant à nous, il a dit, voilà, vous pouvez être indépendant, ça je ne suis pas contre, il ne peut plus d'ailleurs être contre, on vous donne la liberté de vote, enfin, la liberté de vote, nous on l'avait arrachée depuis longtemps, la liberté de vote, ça ne voulait pas dire la liberté d'indépendance. Sauf que nous allions avoir, enfin, un homme, un vote. Alors qu'avant, c'était un homme, un vote pour les pieds noirs, et 9 hommes, un vote pour les Algériens. Il fallait 9 votes à les Algériens pour égaler un vote à les Français. Et il dit, bon, il le fait parce que dans la vocation de la France, c'est de vous rappeler le progrès. Et le progrès, c'était pour lui le curseur. C'est-à-dire, nous allons vous donner plus d'électricité, plus d'eau, plus de logements, plus de...
plus de considération. Et c'est frappant. C'est frappant comment peut-on retrouver dans la bouche de courants normalement aussi opposés le même concept. Et bien ce concept, il vient de nouveau nous cacher une grande réalité. Ce qui se passe sous nos yeux, ce n'est pas un phénomène politique. Ce qui se passe sous nos yeux, c'est un phénomène historique de la première importance. Et Marx pour Marx et Hegel pour Hegel, c'est chez ces deux-là, ces deux grands philosophes, philosophes, économistes, etc., que nous pouvons trouver la solution. C'est que pour les deux, il y a pour Hegel la réalisation de la raison et de l'esprit dans l'histoire. Elle se réalise mal, parce qu'elle se réalise mal, elle comporte des contradictions, des imperfections, et donc des contradictions qui vont l'obliger à avancer. Chez Marx, c'est plus net, c'est que les révolutions, elles passent par des moments et des étapes de réalisation momentanée. Par exemple, quand vous lisez la lutte des classes en France, la lutte des classes en France, c'est comment la révolution française, c'est-à-dire la révolution bourgeoise, après 89, elle va passer par des moments de révolution et de contre-révolution. Et que la révolution, ce n'est pas un moment précis. C'est pas le grand soir. C'est pas vous coupez la tête du roi et puis le capitalisme est installé. Pas du tout. Et la liberté est installée. C'est que l'histoire, elle est faite de flux révolutionnaires et de reflux révolutionnaires. Et c'est une lutte qui met en face à face à la fois des agents qui ont des consciences inégales des buts à obtenir. Pendant que les gens coupaient la tête du roi, il y avait des utopistes qui pensaient au socialisme. Une fois que la révolution bourgeoise a été faite, eh ben, il y a eu les idéologies bourgeoises dominantes, mais vous aviez les égaux. Ça veut dire des types qui se sont tout de suite aperçus que la révolution qui a été faite, ce n'était pas tout à fait la révolution du peuple, qu'elle a été récupérée par la bourgeoisie. Et puis ils se sont mis à lutter, eux aussi. Bon, le nom que vous voulez connaître, c'est Gracchus Babeuf. C'est la conspiration des égaux, c'est dire ils nous ont eu, ces bourgeois. Et maintenant, on va leur faire une autre révolution, qu'ils voulaient appeler socialisme. Alors les ouvriers qui étaient dans les faubourgs parisiens, ils n'étaient pas contents. Mais nous, on a fait la révolution, mais ce n'est pas nous qui sommes les gagnants. Ceux qui sont les gagnants, c'est la bourgeoisie. Et puis elle-même, la bourgeoisie, en étant gagnante, il a fallu qu'il y ait de la bagarre entre elles. Il y avait des bourgeois qui voulaient quand même modérer les choses. Bon, on ne va pas casser les provinces. Hein? On ne va pas casser les provinces, on va garder des formes d'État qui sont un peu régionalistes. Et puis les autres qui ont dit non. Si nous voulons combattre et faire la révolution contre le roi, c'est faire la révolution contre le système d'où est venu le roi. Et le système d'où est venu le roi, c'était les départements. Enfin, pas les départements, les régions. Les Jacobins ont dit non. Les Jacobins, ils ont dit non, c'est l'État. Un seul État unique. Et ça, oui, un seul État unique. Oui, attention. Je le dis exprès. Je le dis exprès parce que les velléités régionalistes sont là. Elles sont là sous prétexte de gestion directe. Quand Abban Hamdan déjà avait opposé à cette idée la nécessité d'un État central. Aucun État ne peut se libérer dans la période de domination coloniale
en n'étant pas un État centralisé. C'est pas possible. Il peut le devenir après, bien sûr. Une fois que l'assurance de l'unité nationale et de l'existence de l'État national est accomplie, après on discute. Mais sinon, allez, sur vos yeux, regardez pourquoi les États-Unis ont tellement insisté pour fédéraliser l'Irak. Parce qu'ils savaient qu'à partir de là, ils allaient avoir d'énormes possibilités de pression sur un pays qui est quasiment démembré. C'est démembré l'Algérie aujourd'hui que de penser au régionalisme. Regardez comment en Syrie, cette insistance sur sur la création de plusieurs États. Elle voulait qu'il y ait un État alawite, un État kurde, un État chrétien, mais attention, là, l'État kurde, c'est la dernière position à défendre, parce que les autres possibilités d'État ont disparu. Ce qu'il voulait, c'était un grand État sunnite dans le centre-est de la Syrie, là où il y a le gaz, le pétrole actuel, un État kurde qui avait à lui une partie du gaz et du pétrole, on bat les chrétiens, les druzes, les alaouites, ils leur donnent des comptants. Et bien sûr, si je reviens à la histoire de la Révolution française et aux luttes de Marx et aux luttes des classes de Marx, c'est parce que s'il y a parmi nos jeunes des gens qui s'intéressent à la question des révolutions et des contre-révolutions, c'est le meilleur à lire. C'est le plus simple. Ceux qui s'intéressent à comment le capital financier et le capital industriel peuvent se battre entre eux, notamment à travers Napoléon III, c'est le plus simple. Et on comprend. Il n'y a pas de phase révolutionnaire qui se réalise en une étape. D'abord, du point de vue de Hegel, c'est que Hegel, il vous dit toute étape de la réalisation de la raison est une réalisation incomplète. D'emblée. Oui, d'emblée, c'est ce qu'il laisse. Il considère que Napoléon, c'est la fin du développement de l'idée, de raison et de droit. C'est ce qu'il considère. Mais après, ça a été un peu plus difficile pour lui de maintenir cette position. Tandis que chez Marx, quand vous rentrez dans l'histoire des révolutions réalisent des buts momentanés. Donc, dans notre histoire, quand les gens du 1er novembre 1954 ont décidé d'aller non pas au progrès, mais à la rupture, parce que le progrès, c'était le PPA qu'il voulait, c'était le Samihaj, c'était améliorer les choses à l'intérieur d'un aménagement. Et là, l'idée d'indépendance de Messam el-Hadj, contrairement à ce que croient les autres, ce n'était pas une idée de rupture avec la France, mais d'une idée d'indépendance de l'Algérie avec des accords passés avec les Français. Comme à l'intérieur d'une... oui, enfin, ça veut dire que c'était une indépendance conditionnée. Bon, est-ce qu'il avait tort? Je ne sais pas s'il avait tort. Moi, je ne veux pas le juger. C'est pas le rôle. C'est pas mon rôle de le juger. Donc, en tout cas, c'est mon rôle peut-être de le préciser. Et nous avons donc fait la première l'indépendance, mais dans la rupture, c'est précisément quand on a quitté la position de rupture avec le colonialisme, c'est-à-dire quand on a quitté la position du nationalisme et des nationalisations, pétrole, gaz, etc., que
nous sommes revenus à l'époque où il a fallu beaucoup de temps pour que les gens comprennent, mais cette indépendance, nous, on n'en a pas profité. Ils en ont profité d'autres. Et il y a eu le deuxième flux révolutionnaire. Le flux est en octobre 88. Mais c'est un flux qui a été immédiatement saisi et dirigé dans une direction. La direction de l'illusion religieuse. Ben, les gens ont cru que la solution était dans l'hétéronomie. C'est-à-dire qu'au lieu de construire nos propres normes de l'éthique, de la morale, de vivre ensemble, de construire ensemble, il fallait juste retourner aux normes déjà édictées. Et les meilleures normes, c'était les normes religieuses. Bon, sauf ceux qui ont voulu appliquer les normes religieuses, ce n'étaient pas des anges. C'était des hommes. Et ils l'ont appliqué selon les critères de ces hommes. Et bien, les critères de ces hommes, c'était le capitalisme, mais le capitalisme à visage religieux. C'était pas... Et c'est cela, nous sommes rentrés donc dans le terrorisme, et le terrorisme a été la meilleure façon à la fois de mobiliser l'énergie contestataire qui pouvait aller à gauche, elle pouvait, mais qui est allée vers le Fils. Mais c'était l'énergie contestataire. L'énergie contestataire n'est pas forcément révolutionnaire. Et donc à ce moment-là, ce qui a manqué, c'était la conscience qui pouvait indiquer aux gens l'issue révolutionnaire. Et l'issue révolutionnaire, elle n'était pas une issue de caractère moral. Donc ceux qui ont accepté, ceux qui ont poussé à créer des lignes de clivage illusoires de caractère culturel, c'est-à-dire la modernité contre l'archaïsme, ils ont une énorme part de responsabilité dans la déperdition de ces énergies et dans la poussée de cette protestation vers ce que nous avons connu comme terrorisme, évidemment à l'ombre du terrorisme, et je dis bien à l'ombre, c'est-à-dire dans l'obscurité du terrorisme. Eh bien, il y a eu, comme dans toute guerre, absolument comme dans toute guerre, il y a eu des déplacements énormes d'argent, la création de nouvelles fortunes, la naissance de réseaux qu'on ne connaît pas, etc. Et à la fin de cette guerre, eh bien, nous nous sommes retrouvés avec à la fois une oligarchie aggravée, nouvelle, méconnue. Et donc le deuxième flux de la Révolution, qui est né en octobre 88, a été une complète déviation. Non seulement une complète déviation, mais ça a été un approfondissement de la contre-révolution commencée avec Chadli. L'arrivée de Bouteflika, etc. Bon, tout le monde le sait que ça a été l'aggravation de l'option capitaliste, puisque le président Bouteflika a opté pour les IDE, pour plus d'intégration dans le capitalisme mondial, puisqu'il est allé d'avance, c'est-à-dire qu'il a donné des gages pour notre intégration plus grande dans le système capitaliste mondial, et sa politique qu'elle a menée là où elle nous a menés, c'est-à-dire à l'échec de la deuxième option du capitalisme. Ça, il y a des jeunes qui m'écoutent, je voudrais qu'ils lisent Samir Amin. C'est pas compliqué, Samir Amin. Il ne peut pas y avoir d'existence pour le capitalisme périphérique. Le capitalisme central ne peut laisser aucun capitalisme venir lui faire concurrence.
Et s'il y a un capitalisme qui veut lui faire concurrence, eh bien ce capitalisme, il doit s'opposer à l'impérialisme. C'est le cas de l'Iran. Mais c'est aussi le cas aujourd'hui de la Turquie. C'est le cas de la Chine. On va me dire la Chine, bon d'accord, j'ai dit je vais faire des concessions, mais la Chine n'est pas tout à fait capitaliste, elle peut être un peu communiste. Enfin, je veux dire, je ne veux pas discuter de ça, je prends des pays dont le caractère capitaliste de l'économie est dominant. C'est la Turquie, c'est l'Iran, c'est la Russie. C'est le Vietnam. Et c'est le Vietnam. Non seulement le Vietnam est devenu un pays capitaliste pur, sous direction pseudo-communiste, mais c'est devenu un allié majeur des USA. Et le commerce du Vietnam et la relation économique, commerciale Vietnam-États-Unis, elle est totalement dominante. Ce qui est indiscutable, c'est que la Russie est un pays capitaliste dont la plupart des dirigeants sont partisans du libéralisme, du néolibéralisme. Il y a une structure, certainement l'armée, Poutine et quelques autres, qui sont pour la souveraineté nationale. La majeure partie de l'appareil économique russe, il est contre la souveraineté nationale, y compris Medvedev. Donc là, revenons donc à notre histoire. C'est qu'aucun capitalisme périphérique ne peut naître sans opposition à l'impérialisme. Là, le capitalisme des périphéries, enfin le capitalisme qu'a voulu installer notre président Bouteflika, d'abord c'est un capitalisme illusoire parce que les idiots ne viennent pas, parce qu'on offre des salaires moindres, mais pour d'autres raisons. Ensuite, il a été fortement inspiré par les pays du Golfe, c'est-à-dire les Émirats arabes unis. La preuve, c'est que les premières années de cette politique ont été dominées par la figure de M. Chorafat, qui était un hyper milliardaire à les Émirats, enfin, à les pays du Golfe, qui venait ici avec son avion. Et c'est là où ça a été un échec. Mais alors, dans la dialectique, il y a ce côté qui s'appelle la dégénérescence. Ça veut dire que lorsque dans une étape historique, vous avez une contradiction qui fait bouger l'histoire, qui met en mouvement les sociétés, et que vous avez dans cette période historique, cette contradiction, vous avez une idéologie ou une forme politique qui vous propose une Russie, qui vous oriente vers une Russie, et qu'elle est fausse. D'abord, elle échoue toujours. Et quand elle échoue, elle dégénère. Si l'idéologie du fils n'était pas une erreur, elle n'aurait pas dégénéré en terrorisme. C'est-à-dire qu'elles auraient pris le pouvoir sans avoir besoin d'aller à l'extrémité. Si le berbérisme était une idéologie qui présentait une issue, il n'aurait pas dégénéré dans le mal. C'est clair. Il aurait. Mais quand vous avez l'idéologie de type socialiste, si elle n'était pas, elle n'aurait pas dégénéré en modernisme, en idéologie de la modernité. Et si vous aviez cette option pour le capitalisme mondialisé, si elle n'avait pas dégénéré, si elle n'était pas fausse, c'est-à-dire incapable, impossible de la pratiquer, c'est une solution impossible. Eh bien, l'État qui était censé réaliser le développement du capitalisme non plus n'aurait pas dégénéré. Et la dégénérescence de l'option du capitalisme a fait qu'au lieu d'avoir ce qu'ils ont appelé au bas la rationalité de type capitaliste, on a eu la réalité de la relation tribale, du copinage, du cousinage. L'argent, il n'est plus produit par le procès du travail, de la production,
il est produit par la relation familiale, par la relation tribale ou par la relation politique. La relation politique, c'est-à-dire que la source de l'argent, telle que ça devrait se passer normalement dans le capitalisme, elle n'est plus dans l'extraction de la plus-value. Elle n'est plus dans l'extraction de la plus-value. Eh bien oui, parce que l'accumulation primitive et puis ensuite l'enrichissement, c'est l'extraction de la plus-value. Ça se passe dans le marché. Entre la valeur de la force de travail qui a été payée et la valeur réelle qui a été produite en deuxième. La plus-value. Ici en Algérie, c'était pas ça. C'était pas la relation avec le pouvoir. Aujourd'hui, de plus en plus de gens le reconnaissent. C'est-à-dire que derrière l'État officiel, il y avait des forces extra-constitutionnelles. Et bien, quand un type de pouvoir échoue à mettre en place, il dégénère. Notre dégénérescence à nous, elle s'est faite sur la base d'abord de l'échec de ce capitalisme impossible, mais aussi sur la base de notre propre culture. L'État moderne s'est transformé d'abord en État de patriarche. Parce que pour avoir accès à l'argent à travers l'État, eh ben, il faut avoir non seulement le rapport de cousinage, de copinage, ce que vous voulez, le rapport même sexuel. S'il y a une femme séduisante, elle l'appelle, elle a l'argent. Et je regrette, j'ai dit pour les femmes, je viens de regretter. Mais le problème, c'est que ça s'est passé. Mais le système HANA, lorsqu'il s'installe, il a besoin d'un type de représentation. Alors, ce qui s'est passé en Algérie, c'est que le système de cousinage tribal, clanique, c'est lui qui a poussé l'État, ceux qui étaient dans les forces, ceux qui étaient dans les cercles extra-institutionnels, et bien se donner un patriarche, un grand-père, Nabena. Et Bouteflika, au fur et à mesure, était poussé à devenir non plus le chef d'un État de droit, mais le protecteur du monde de coquins. Et là-dessus, c'est le rôle ancien des patriarches qui est revenu, celui qui va distribuer la manne, l'argent, la caisse, la nourriture entre ces différents enfants adoptifs, puisque qu'est-ce que c'est un enfant adoptif? Et nous avons glissé alors à la Constitution, derrière l'État, d'un Makhzen. Et c'est les gens qui étaient autour de lui qui l'ont poussé à adopter la posture et la fonction de patriarche, la figure paternelle qui devait être celle de la figure paternelle pour toute l'Algérie, pour que les gens se sentent protégés. Elle est devenue leur figure paternelle. Bien que cette figure paternelle, elle a joué à un moment donné au début de son mandat. Et pour que cette classe sociale puisse opposer à la société entière et à notre peuple une force morale qui lui donne la légitimité de tout le pouvoir, et bien l'ont transformé en marabout. Ce qu'a fait Ould Abbas avec le cheval, le cadre, etc., c'était la totémisation. Et nous sommes arrivés ici au terme de la dégénérescence, c'est-à-dire à la place de la rationalité du capitalisme. Nous sommes arrivés à l'illogisme, complètement illogisme, d'une nouvelle figure
du maraboutisme, c'est-à-dire une figure inconnue en Algérie du maraboutisme. Parce que c'est une figure totémique. Une figure totémique. Et encore une figure totémique, c'est qu'on peut difficilement définir parce que nous sommes face à une autre religion. Se comporter comme ça, prendre la figure, le visage, le cadre, la photo d'un Bouteflika pour se mettre à la vénérer, bon, ça on le connaît, hein. C'est-à-dire ça on connaît. Vous allez en Inde, là, vous allez, il vénère, enfin il prie face à la statue de Bouddha, mais ici nous ne sommes pas dans la phase de la statue. Voilà à quoi nous sommes arrivés. Alors, je suis désolé de dire que le choix du terme progrès est quelque part lié à la fausse route. Elle est liée à une fausse route. Et la fausse route, c'est de remplacer la réalité historique par des fantasmes historiques. La réalité historique de l'Algérie aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 3 flux révolutionnaires. Le premier flux, c'est le flux après la Première Guerre mondiale, la naissance du nationalisme, qui a connu Moubed, ses difficultés, ses marées, et puis sa mort. Le deuxième flux, c'est le flux du 1er novembre. Et quand ce flux révolutionnaire, il a reflué avec le retour colonial avec Chebli, Mojdine, et suivant, jusqu'à... Il a connu un reflux, un flux et un reflux avec octobre 88. Mais ce n'est pas un vrai flux. Aujourd'hui, c'est le 3e flux révolutionnaire. C'est la reconstitution de l'identité d'un peuple national. Or, l'idée de nation, elle n'est valable et elle est active que si elle a le moyen de sa réalisation. Tout comme chez Marx, le moyen de la réalisation d'une classe, c'était l'organisation, c'est-à-dire la création de ses partis, de ses syndicats, de ses organes, de presse, de ses médias, de ses... Toute classe, hein, je ne parle pas de la classe ouvrière, toute classe, la bourgeoisie actuelle, il n'y a pas de classe mieux organisée dans l'histoire de l'humanité que le capitalisme actuel. Et ils ont combien de journaux, combien de médias, combien de télévisions concentrés. Et à l'échelle mondiale, ils ont combien d'instituts, combien de think-tanks, combien d'ONG. À l'échelle mondiale, ils ont combien de partis aux appellations contradictoires. Ben, c'est pas la peine de prendre les travaillistes et les conservateurs en Angleterre, c'est-à-dire ou les démocrates et les républicains, c'est-à-dire Hadj Moussa Moussa El Hadj. Non, vous allez en France. Vous allez en France. Vous avez l'extrême droite qui défend la même politique que l'extrême gauche, c'est-à-dire l'aménagement des rapports capitalistes. D'ailleurs, c'est tellement... il y a un tel arrangement de fond entre eux, eh bien, que lorsque les Français ordinaires, il n'y a plus de classe ouvrière française, ça a été laminé par des... Comment on appelle ça ils ont déménagé en Chine. Délocalisé. Ils ont délocalisé. Donc, quand des Français ordinaires qui doivent se lever le matin, ils veulent protester, non pas qu'ils protestent pour eux. Alors ils sont dans la rue protester tout seuls. C'est les gilets jaunes. Rien à voir avec ce qui se passe en Algérie, c'est très différent. Aujourd'hui, alors, pour que la nation existe, elle a besoin d'un peuple. C'est pas d'une classe. Et c'est là aussi une des erreurs de certains courants de gauche. Le moteur de la libération nationale, c'est le peuple. Évidemment, à l'intérieur du peuple, si c'est
les, les gens qui adhèrent à l'économie solidaire, sont dominants. C'est bien, c'est plus facile pour réussir. Andersen Ben Mehdi était resté vivant. On aurait mieux réussi. On aurait mieux réussi. Bon, mais enfin, l'histoire, c'est l'histoire. Voilà à quoi nous en sommes. Donc, je parle de cette idée de progrès. Et alors, de quoi il faut parler? Eh bien, il faut parler de la réalité historique. Moi, à mon avis, nous sommes dans un flux nouveau de la lutte pour la libération nationale. Voilà. Notre peuple est sorti pour reprendre la lutte de libération nationale au niveau auquel le premier flux, celui de novembre, est arrivé à donner son maximum. Et ce n'est plus le même peuple. Ce n'est plus le même peuple, c'est le même. Et c'est plus le même. Ce n'est plus le même. Il y a 1,2 million étudiants, il y a des millions de cadres, il y a des femmes qui travaillent, il y a les femmes qui conduisent les voitures. C'est une Algérie qui, contrairement à l'Algérie, à 1954, a déjà une économie unifiée, etc., etc. Mais c'est aussi un peuple qui a fait l'expérience historique inestimable que le colonialisme, c'était pas uniquement le drapeau. Qu'être indépendant, c'était pas avoir le drapeau. C'est le Boumediene. Les jeunes qui manifestent ne connaissent ni Boumediene ni toutes ces histoires-là. Mais ils ont vu, ils ont expérimenté dans leur chair, dans leur sentiment, dans leur fierté, dans leur... que le drapeau nous l'avons, mais que nous sommes gouvernés de l'extérieur. Et donc, ils sont passés du point de vue par rapport à nos aînés, par rapport aux simples paysans, aux simples ouvriers, aux boulangers, aux artisans, aux bourgeois. Parce que dans notre révolution nationale, les familles patriciennes, ce qu'on appelle la bourgeoisie citadine, elle a participé aussi à la guerre de libération nationale. Partout. Partout. Et même une partie, les féodaux ont participé. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Bachara, Bachar Botal, à la Casbah. Dans ma maison était un refuge, on cachait les armes, etc. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que majoritairement, notre peuple, en 1954, pour lui, le colonialisme, c'était d'abord l'oppression sur la terre. C'était la misère et le drapeau. Bien sûr que parmi les cadres, il y avait beaucoup de personnes qui savaient que le colonialisme, c'était un système économique et non pas un système de domination politique, mais un système beaucoup plus vicieux, beaucoup plus profond, qui était le système de domination économique, mais ils étaient unis, ils étaient une minorité. Parmi eux, les officiers de l'ALN qui ont travaillé avec Boumediene. Aujourd'hui, la conscience que le colonialisme, c'est pas le drapeau, c'est un système économique compliqué, opaque. Opaque. Mais comment ça se passe, les histoires de Panama Papers? Comment il fait bien pour sortir l'argent? Par où ça passe là? C'est pas. Parce qu'il y a les ONG. Les ONG. Enfin, les ONG payées par les Américains, c'est pas une organisation non gouvernementale, c'est des organisations gouvernementales des pays impérialistes. Quand ils parlent de transparence, ils disent que le capitalisme c'est la transparence. Il n'y a pas plus opaque que les systèmes de fonctionnement un tel capitalisme, et surtout le capitalisme financiarisé, les paradis fiscaux. Et donc c'est notre peuple, il a fait une expérience que la domination coloniale peut demeurer, perdurer et même se développer avec le drapeau. Voilà, la prochaine fois, peut-être que je vais parler du rôle des relais, le rôle des relais donc, intellectuels, etc. Mais c'est ce à quoi je voulais arriver. Alors,
Moi, je propose, moi, je dis, moi, il est important que le programme qui puisse nous sortir de cette phase, c'est le programme de la Révolution nationale. De la Révolution nationale. C'est-à-dire celle qui a été faite en 1954. Et donc nous avons besoin d'aller vers le retour de l'indépendance, l'affirmation de notre souveraineté, la récupération de nouveau de l'ensemble de nos ressources nationales, l'interdiction absolue que nos ressources nationales et nos banques, c'est-à-dire pétrole, mines, l'eau, l'air, y compris les banques, parce que les assurances, elles sont déjà à moitié privatisées. Ils ne soient en aucun cas privatisés. C'est ça la ligne de distinction. C'est pas modernité, archaïsme. Je confie dans le banquet. Qui a entre les mains le pétrole? De façon déguisée ou là de façon non déguisée? Parce qu'avec contrat de bourse, c'était de façon. C'est clair, c'est les Américains qui ont son attrape contre les mains avec tout ce qu'il a acheté, avec la raffinerie qui ne fonctionne pas. C'est cela que. C'est ça la ligne de clivage réel. Maintenant que ceux qui sont contre les privatisations, qui fassent la prière, ou qui ne fassent pas la prière, عندو اللحية ولا ما عندوش, عنده الحجاب ولا ما عندوش, c'est la même chose. Je veux dire, vous n'allez pas me dire qu'ils sont. C'est ça le problème essentiel. C'est pas Abdelhalak Mahjoub, pour ceux qui ne le savent pas. Mythique dirigeant du Parti communiste soudanais. Il faisait la prière. Jama. Mythique. C'était le plus grand parti communiste du monde arabe. Et non, moi, le cas Abdelhalak Mahjoub, qui a été pendu par Noumeiri. Quand il a la modernité, le Parti communiste soudanais a été des pipichas. Ça reste le plus grand parti communiste du monde arabe. Mais sauf que lui, sa ligne politique, il ne porte pas. Il ne la copie pas. Il n'a pas de modèle. Son modèle, c'est son peuple. C'est ça le premier point. C'est le deuxième point, pour faire la différence avec les politiques actuelles, c'est qu'il y ait la dénonciation de tous les accords qui ont limité notre souveraineté, que ce soit les accords avec la Banque mondiale, qui sont en train de concocter actuellement un plan, soi-disant à la répartition des subventions, ce qui va être une catastrophe nationale. La Banque mondiale, il y en a qui se préoccupent des pauvres. Les accords avec le FMI, alors que nous n'avons plus d'accord avec le FMI, nous l'avons remboursé, mais les accords que nous avons passés avec eux demeurent. C'est à partir de ces accords qu'il y a eu création de cette désharmonie sociale, de cette aberration, qui fait qu'un docteur touche 60 000 dinars par mois. C'est 60 000 dinars par mois. Ça, il touche moins qu'un manœuvre. Le dernier des manœuvres touche 2 000 dinars par jour. Mais en plus, il n'a le repas garanti. Et je vous garantis que s'il ne mange pas bien, les maçons et les manœuvres qui travaillent chez vous, ils exigent que de la viande, un docteur d'État en chimie, docteur d'État en physique, il va commencer à enseigner à l'université, on lui donne 45 000 dinars, 1500 dinars par jour. C'est-à-dire moins que le manœuvre. Or, cet maintien de cette échelle des salaires, c'est une désharmonie totale dans le pays. À la fois, c'est une politique d'expulsion des cerveaux, c'est une invitation pour partir. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal que les élites les plus diplômées soient les moins bien payés dans le pays. Et donc, il faut immédiatement remettre sur la table la discussion sur une nouvelle harmonie
des revenus comme étant un élément essentiel de l'harmonie dans la société. C'est une société désharmonieuse qu'on nous a créée. Et la désharmonie sociale, avec les inégalités qu'elle crée, avec les désespoirs qu'elle crée, fait que nous avons perdu la pierre angulaire de ce qui a fait de nous un peuple en 54 et avant 54. C'est que l'intérêt collectif du pays, de l'État, de la nation, doit primer absolument sur les intérêts individuels. Et l'intérêt collectif du pays, ce n'est pas d'écraser ses élites, ni ses cadres. Ce n'est pas d'écraser ses médecins, ses ingénieurs et ses enseignants. Il faut absolument que les secteurs d'utilité sociale, comme la santé, comme l'éducation, il faut qu'ils soient des secteurs de plus haute gratification, c'est-à-dire que le plus grand salaire doit être touché dans ces secteurs. C'est-à-dire que si nous voulons une formation médicale de haut niveau, une formation de haut niveau pour nos enseignants, il faut que ceux qui encadrent les hôpitaux, les CHU, et ceux qui encadrent l'enseignement médical soient infiniment mieux payés que tous les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un doit choisir entre aller travailler dans le privé, dans la clinique, et qu'il reçoit donc de bons revenus, eh bien, il est essentiel que celui qui forme, celui qui est parti dans le privé, soit mieux payé que le gars du privé. On va vider l'hôpital de ses compétences. Et qui c'est qui va faire la recherche? Et pourquoi les gens vont rester faire la recherche? Cette exigence que nous revoyons la structure sociale et les récompenses, les gratifications en fonction de notre intérêt national, c'est de revoir le système de l'harmonie sociale. Bon, le Canada, c'est un parole de communisme. Non, c'est pas un parole de communisme. Platon, qu'on ne peut pas accuser de communisme. 5 siècles avant Jésus-Christ, ou 4. Il disait dans ses œuvres que pour préserver l'harmonie de la société idéale telle qu'il l'imaginait, il ne fallait pas que l'écart des revenus soit supérieur à 4. Donc la plus grosse fortune ne devait pas être supérieure de 4 fois la fortune la plus faible. Évidemment, des revenus les plus faibles des hommes libres. Parce que Platon est dans un système esclavagiste et que pour lui, les esclaves n'ont pas droit. Mais parmi les hommes libres, l'écart tolérable, c'est de 4. Plus que 4, vous avez la désharmonie. Eh bien, nous devons voir cette désharmonie. Et c'est le point essentiel d'ancrage de l'unité et de la cohésion et de l'harmonie de notre peuple. Une Algérie qui a la fonction de mère, parce que ça compte, que nous ayons un État qui a la fonction de père. Bien sûr, l'État n'est pas la vache à traire. Mais l'État n'est pas non plus le papa fouettard. Il faut bien qu'on discute de quel État nous voulons. Et oui que le deuxième point essentiel, le troisième point essentiel, bien sûr, c'est les libertés. Dans un pays ou un peuple, pour aller faire n'importe quoi, la dernière des associations, c'est une procédure policière. Il faut donc que ces secteurs, médecine, éducation, culture, sport, etc., ils soient mis en dehors du secteur marchand, soient mis à disposition. La dernière chose, c'est que notre peuple s'est réveillé. Il doit maintenant, après cette conquête d'une conscience nouvelle, et que la conscience que nous sommes dans une situation coloniale, et bien notre peuple, il faut maintenant qu'il passe à la phase supérieure. La phase supérieure, c'est qu'il réfléchisse, c'est qu'il pense. Parce
que la conscience n'est pas suffisante. Chez Hegel, elle n'est pas suffisante. Elle doit passer par une réflexion. Mais comment nous en sommes arrivés là? Où ça en a? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc il faut donc débattre. Il faut débattre, et les gens débattent. Moi j'ai mon opinion, mais moi je suis moi. Je veux dire, mais chaque Algérien a le droit d'avoir une opinion. Pardon, de se faire une opinion. C'est-à-dire qu'il faut dépasser le stade de la discussion de café pour que dans les corporations, parmi les médecins, les travailleurs, les ingénieurs, les architectes, les magistrats, les avocats, il y ait un véritable débat pour savoir comment nous en sommes arrivés là et comment nous en sortir collectivement. Donc il faut de grands débats démocratiques. Dans les grands débats démocratiques, l'ennemi principal des grands débats démocratiques, c'est les leaders qu'on nous fabrique à travers la télévision. On a déjà commencé. Allez au chef Kibir. Déjà. Donc voilà, donc j'arrête là. Je ne sais pas si l'idée de progrès Hadil a été assez bien, enfin j'ai bien expliqué, mais enfin vous êtes... enfin je vous invite en tout cas à y réfléchir. Et je vous remercie.